Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Quentin. Je vais laisser Quentin se présenter, mais la grande actualité de la journée, c'est Quentin a sorti un livre sur la transformation digitale des entreprises. Alors Quentin, il gère la direction et communication de Intuiti, une agence nantaise. Il a choisi de passer le cap en fait de parler simplement de transfo numérique au sens marketing et d'aller plus loin et de penser transformation des procédés de l'entreprise. Quentin, je te laisse te présenter. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Salut Aurélien, ouais, ouais, je vais très bien, merci. Pour me présenter très très rapidement, je suis arrivé chez Intuiti en tant que directeur marketing communication il y a 3 ans. Donc Intuiti, c'est une agence de marketing digital qui est née à Nantes, qui compte 40 personnes et qui est également présente en région parisienne et en Rhône-Alpes. On accompagne des entreprises de taille moyenne et de grande taille, dont des entreprises industrielles. Et c'est vrai que sur le sujet en question, c'est-à-dire le livre, en fait, on s'est rendu compte que sur la partie industrielle, on avait beaucoup d'acteurs dirigeants qui avaient beaucoup de contenu sur les parties production, sur la partie outils de travail, etc., mais qui manquaient de contenu et donc parfois de maturité sur le sujet du client et donc comment tu y accèdes, le marketing, la communication, le lien à ces données, etc., etc. Donc c'est comme ça que le projet a commencé. Au départ, avec l'idée de faire simplement un article ou un livre blanc au mieux, et puis c'est là que un de mes amis qui est Benoît Zante s'est mis dans le projet avec moi. Et puis donc ce qui devait au départ être un simple article pour l'agence Intuiti est devenu progressivement quelque chose d'un peu plus grand, parce que dès qu'on rencontrait un dirigeant, il nous disait ah au fait bah, c'est vrai que nous on est pas mal avancé, mais si tu veux il y a tel autre qui est un de mes copains, tu pourrais l'interroger aussi, ou tel autre qui est une de mes copines, tu pourrais l'interroger aussi, parce que elles ont pas mal avancé aussi avec leur structure, et je pense que ça serait intéressant que tu les rencontres. Et donc on a fait quasiment une cinquantaine de rencontres, et on en a gardé 27 pour le livre, mais les plus inspirantes pour nous. Mais donc 50 rencontres, c'était pas mal, c'était un beau Tour de France. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui vient du monde de l'agence, donc plutôt du marketing et de la com, se dit: «Je vais aller au-delà du livre de marketeur» on va parce que je disais dans une interview récemment que si tu tapes, expert transformation digitale sur Google, tu tombes sur 80 d'experts de la transformation marketing et com via le digital et très peu sur des experts de la transformation des procédés de l'entreprise, et donc de leur digitalisation. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de passer le cap? Moi, je trouve ça personnellement très très positif parce qu'on reproche souvent aux marketeurs dans le B2B de travailler sur la coquille, essayer de faire rêver les gens, mais de pas vraiment connaître les modèles business et pas vraiment de connaître de quoi on parle dans le dur. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'aller plus loin? En parler dans le dur. En fait, si c'est pour parler simplement du vernis et de faire des messages de communication, le digital c'est génial, soyez sur les réseaux sociaux, ça va vous aider à vendre plus. En fait, ça intéresse que les gens qui écrivent ce type d'histoire. C'est vrai que dans ce qu'on peut produire, que ce soit auprès des clients de l'agence, mais aussi en termes de marketing pour l'agence, de communication pour l'agence, on est toujours, absolument toujours dans la prise de recul. Là, on va bientôt sortir un site média qui s'appellera Decrypt, et dans lequel ce site média sera uniquement sur des contenus tendance longue. C'est-à-dire, on revient sur des sujets qui ont eu lieu il y a 2, 3 ans, et le livre n'est qu'un format différent de cela, d'une prise de recul. Il est sous forme de livre parce que pour toucher des dirigeants aujourd'hui, en général, il vaut quand même mieux avoir un support papier. Ça, c'est quand tu travailles tes personas, t'apprends ça. Puis même, il faut pas être très, très, très malin pour le comprendre, mais la réalité, c'est que nous, en faisant notre propre étude, si tu veux, en interne, chez Intuition, on a un user lab qui est utilisé pour nos clients, pour eux connaître les usages de leurs propres clients. Et moi, je l'ai utilisé, donc Nabil Telman, qui est le directeur de ce user lab, il m'a aidé l'année dernière dans une étude assez profonde sur nos prospects et sur notre persona DG, directeur général, PDG, etc. Quand on a été interrogé sur les PDG, on se rendait compte qu'il y avait toujours un ou plusieurs livres sur leur bureau, dans le coin, et qui étaient ouverts avec plein de post-it au milieu. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi ça ne pourrait pas être le nôtre de livres ouverts sur leur bureau. Oui, surtout qu'en plus, même si on sort du côté persona, d'un point de vue, parce que moi, pour l'avoir lu presque en entier, j'ai pas complètement fini mes devoirs, mais j'ai quand même vraiment bien avancé sur le livre. On est quand même sur un ouvrage.
relativement pédagogique. C'est-à-dire que pour lire beaucoup d'ouvrages qui sont vraiment liés à l'industrie, sur la transformation de l'industrie, qui sont vraiment plus des bouquins d'experts et où parfois, je vais être très franc, je me perds un peu. Là, on est quand même sur un ouvrage assez pédagogique, accessible. Alors, on n'est pas dans la transformation digitale pour les nuls, hein, loin de là, mais on est quand même sur une explication assez détaillée ouais, et voilà, et pédagogique. En fait, je me répète, il n'y a pas d'autre mot de ce que ça représente les enjeux aujourd'hui. L'aspect très très positif, c'est que vous ne consultez pas particulièrement des grands groupes. Alors il y a quelques sociétés d'envergure quand même dans les études de cas listées, mais il y a quand même beaucoup de petites boîtes. Bon, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que vous êtes allé voir à la CAIB, qui est une boîte qui a des usines à Cholet chez moi, et même vous êtes allé en région. Et ça, je Et pense que c'est très positif d'ailleurs, parce que il c'est y des a une choses qui histoire manquent. avec CAIB derrière, une petite anecdote pour toi si tu Ah, veux, j'adore. Je prends. c'est que les équipes, on a été voir le dirigeant qui est Patrice Bondy, et dès que le livre est sorti, les équipes de CAIB nous ont contactés en disant bah, est-ce qu'on peut travailler un plan de communication ensemble autour de ce livre. Et là, ça fait plusieurs Ah, jours qu'on voit passer des retombées presse dans des médias très spécialisés, médias de la porte-fenêtre, médias du verre, etc., qui reprennent du coup le témoignage de Patrice. Donc tu dis, c'est bien, c'est une entreprise qui nous a montré dans les échanges, si on l'a retenu dans les 27, c'est qu'on y avait trouvé des choses intéressantes en termes de maturité, ouais. mais aussi qui derrière suit le truc, quoi. Ça fait Mm. sens. C'était une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais vu que tu es allé vraiment sur le Ouais, terrain, quoi, tu as fait une étude de terrain avec ouais. Benoît, tu as trouvé quelque chose qui était associé à l'aspect entreprise de région versus entreprise plus proche de l'Île-de-France. Est-ce que tu as trouvé des points communs ou des vrais différenciateurs? Est-ce que finalement, c'est un peu un mythe ce fait que bah, les entreprises en région sont pas aussi matures que peuvent l'être, qu'on peut l'être en Île-de-France? Là, je vais reprendre une phrase de Éric Ducournau, qui pour moi fait partie de l'une des rencontres les plus inspirantes, qui disait plus je digitalise, plus je relocalise. Éric Ducournau, c'est le CEO de Pierre Fabre, donc ils sont installés à Castres. Et ce qu'il dit en fait derrière ça, et on est assez d'accord, c'est que l'impact du territoire va avoir un impact très important sur derrière ce que tu vas pouvoir mettre en place en termes d'avenir, de business model même, et de compétences pour développer ton entreprise et pour développer, si on le veut, le côté digital. Sur certains territoires, la difficulté est de trouver des compétences sur ces sujets-là, alors que trouver des compétences sur d'autres métiers plus liés au métier de l'industriel classique, c'est beaucoup plus simple, parce qu'ils sont venus s'installer. Tu as beaucoup d'entreprises, par exemple vendéennes, qui sont venues s'installer en Vendée, parce qu'il y avait de la main-d'œuvre très très qualifiée, des très bonnes formations sur les sujets de machine-outil, etc. Mais c'est pas du tout le cas sur la partie marketing. Ça fait tout à fait sens. Et du coup, je suis obligé de faire un clin d'œil à Olivier Luanzi, donc, qui est représentant de l'initiative Territoire d'Industrie, qui justement se veut un peu le fer de lance de la réindustrialisation des territoires et de cette espèce de besoin de décentraliser les activités industrielles. Même si les headquarters peuvent être en Île-de-France ou dans les grandes villes, l'idée n'est pas de s'arrêter là. Donc voilà, je vous invite à regarder ce que fait Territoire d'Industrie. Il se bouge vraiment pour s'assurer que l'industrie ne réside pas qu'uniquement dans les grandes villes. Très important pour tout le monde. Euh, Moi, ce qui m'a aussi interpellé, c'est les excellents choix de préface et postface qui ne m'ont pas du tout laissé insensible. Je pense qu'avoir proposé à Clara Guémard de parler et d'écrire pour cette introduction, enfin c'est plus exactement cette préface, était très positif. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue en ce moment et surtout qui fait beaucoup pour la place, je dirais pas la cause des femmes, plutôt la place des femmes dans les milieux de la tech, dans les milieux de l'industrie. Nicolas Dufour, donc, qui a fait la postface, qui est bah, forcément un influenceur sans conteste dans le monde industriel, puisque PDG de BPI France, qui fait énormément avec, entre autres, la French Fab. Donc, ils se sont montés très volontaires dès le départ. Ça a été compliqué les obtenir, parce que c'est quand même des gens qui sont assez demandés. Donc, voilà, ça s'est passé comment avec eux, globalement? Bah, là-dessus, je peux faire qu'une seule chose, c'est remercier Arnaud Chéniaud, qui est l'un des fondateurs d'Intuiti. Donc c'est Arnaud qui nous a mis en relation en fait avec Clara et Nicolas. Bah, Et magnifique, c'est l'occasion d'un remerciement, comme ouais, ça. ouais, je peux pas faire Arnaud qui autrement. travaille aussi qui travaille pour le NUMA aussi, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, ça se fait simplement où on allait leur présenter le livre, Mhm. et puis un mois plus tard, c'était rédigé. Bah, c'est magnifique. Quelle histoire. C'était simple. Très bien. Alors, juste pour reparler un peu du bouquin, on va rentrer un peu dans le dur dans les différents cas que j'ai pu identifier. En fait, le livre est décomposé en 10 piliers.
C'est très complet en fait. Et l'idée, c'est que vous illustrez chacun des piliers d'études de cas entreprises concrètes. Alors, il y a toujours des petites introductions, des généralités, mais globalement, on va directement dans les cas de vie d'entreprise, ce qui est super intéressant pour le coup. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, bon, qui est forcément est revenu très vite. Je vais les mentionner un peu pêle-mêle et puis je te laisserai rebondir dessus. Sur la notion de transformation, alors il y a la société SEB qui est une des études de cas très très tôt et montre dans le livre qu'il y a vraiment trois piliers à la transformation. Il y a la notion de process, la notion de technologie et la notion d'humain. Dans la pensée commune, très souvent on se focalise sur les technologies, aussi parce que les fournisseurs de technologies sont très actifs d'un point de vue marketing, mais très souvent on oublie qu'en fait il y a une notion de procédé, d'entreprise concret, au-delà d'un CRM ou je ne sais quoi, et puis surtout l'humain. Alors c'est un peu la grande tagline politique du moment, l'humain au centre de l'industrie. Ça arrive très tôt dans le livre, quoi. Ça, c'est cette espèce de triade. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix de placer ça parce que tu peux le mettre en parallèle d'un autre livre qui est le livre, si je dis pas de bêtises, de John Cotter, qui est un vieux livre. Je crois que j'étais même pas né quand le livre a été écrit, sur les 8 étapes du changement. Et la première étape, c'est de se concentrer justement sur la partie humaine et d'insister sur la notion de nécessité du changement, quitte à accélérer la notion de crise ou en tout cas appuyer cette notion-là. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, tu peux avoir l'impression que l'aspect humain est donné comme un élément de communication aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui le plus difficile à faire avancer. Et pourquoi? Peut-être parce que, et là c'est la réponse de Cotter, peut-être parce qu'au début, la notion de transformation nécessaire n'a pas été aussi bien mise en place que ça. Et donc les gens freinent ensuite. On a tous en tête des entreprises dans lesquelles tu dis mais c'est pas possible, ils bougent pas, ça met 10 ans pour avoir la moindre réponse. Et d'ailleurs les startups qui sont aussi interrogées dans le livre, toutes insistent là-dessus en disant bah nous on surfe là-dessus, on surfe sur ce côté d'être beaucoup plus rapide, avoir des process beaucoup plus efficients. Et on a pu les dépasser parfois comme ça, on a pu rentrer en contact avec leurs propres usines ou certains de leurs prestataires parce qu'on est plus rapide, plus efficient. Tu as mentionné le côté un petit peu quand même axé sur la communication. Est-ce que tu penses qu'il y a des dirigeants, alors c'est une question que je voulais te poser, parce que forcément les dirigeants qui parlent dans ce livre ont envie de parler concret, mais ont aussi envie de donner une image positive de leur entreprise, on ne peut pas les blâmer pour ça. Tu as eu des cas où tu sais qu'en gros, tout le wording et la sémantique utilisée autour de la transformation, est-ce que tu pensais que c'était un peu survendu? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font plus de communication sur la place de l'humain et qui finalement le mettent de manière assez aléatoire en place. Comment tu penses que l'entreprise joue le jeu? Tu penses que c'est de la com? Comment tu Je pourrais ressens dire les qu'on choses était par sur rapport à ça? du 2 tiers, un tiers, et du coup, le un tiers qui était dans ce cas-là, on l'a pas mis dans le livre. On a trouvé des excuses Ah, hmm. toutes les plus farfelues les unes que les autres, si tu veux. Voilà, s'ils nous entendent, hein, on leur passe le bonjour. Ouais, non, mais après, enfin, tu le sais, ils le savent très bien. Et derrière, quand t'as le rendu final et quand tu vois encore des interviews, comme tu parlais de l'interview de Guillaume Planète de Seb ou l'interview d'Éric Ducournau de Pierre Fabre ou de, je sais pas, de Patrice Cochin chez Michelin, enfin, toutes celles-là, je pense à celle-là parce que là, dans les retombées, dans les retours qu'on a, on nous en parle beaucoup, ou d'un Bruno Hugues de la Rose chez IDEA dans la région de Nantes. Bah ouais, franchement, derrière ça, tu peux pas garder en fait les autres interviews parce que ça va paraître trop bullshit comme tu le disais, donc trop discours communication. Après, ce qu'il faut noter quand même, c'est que au départ, on avait prévu, je te disais tout à l'heure qu'on avait prévu de faire soit un article, soit un livre blanc, parce que ce soit Benoît ou que ce soit moi, on a l'habitude de ces discours très communicationnels et sur lesquels on s'est dit, bah, si on arrive à avoir 3-4 bons discours, ça sera bien. Et en fait, je pense que le livre, on n'aurait pas pu le faire il y a 2-3 ans, parce que il y a 2-3 ans, on aurait eu ces 2-3 discours et pas plus. Enfin, on aurait eu ces 2-3 bons retours d'expérience plutôt, mais pas plus. Et là, bah, plus on avançait, et plus c'est vrai que de temps en temps, on tombait sur une mauvaise interview, mais c'était l'exception, quoi. Mais merci d'avoir répondu avec de la transparence. Je passe à un autre sujet qui arrive très tôt. Alors, on le voit dans l'interview du DG de Pierre Fabre. La notion d'urgence dans la transformation. Moi, je trouve ça presque un peu anxiogène quand je me mets à leur place, toutes ces PME ou entreprises. Je me dis, mais si t'es pas un visionnaire, le jour où tu réalises qu'il faut te transformer,
mais ça doit pas être du tout agréable d'avoir à faire ça dans cette espèce de forme d'urgence avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. J'en avais parlé dans l'interview avec les chuchoteuses. Il y a un côté sur l'inclusion numérique et tout le monde en parle en disant il faut y aller. En fait, on laisse un peu indirectement derrière nous et on complexe un peu les entreprises qui n'ont pas embrassé complètement la transformation digitale au sens, on va dire, complet et noble du terme. C'est comment on fait quand on a une PME qu'il faut y aller, quoi? Est-ce qu'on se dit bon, on va faire 100 pendant 3 ans et je sais que ça c'est assez flagrant dans le cas de CAIB, où on sent qu'il y a eu un plan à 3 ans présenté au COMEX. C'est un truc qui vit comme une angoisse, c'est un truc qui est pensé, planifié, il y a une patience, comment tu l'as ressenti? Il y a de tout. Ce qu'il faut quand même prendre en termes de contexte, c'est que pour un dirigeant, c'est très souvent plus facile de rien faire. Parce que tu peux regarder la plupart des dirigeants, et nous on a essayé de mettre de la diversité dans les dirigeants, mais franchement c'est très très difficile. Et d'ailleurs, je fais un appel à toute dirigeante qui souhaite participer à ce type d'ouvrage de le faire, parce que ça a été très difficile pour nous de trouver des femmes, ou des dirigeants qui ont moins de, je dirais, 50 ans. Très souvent, en fait, donc on est sur des dirigeants hommes qui ont 55-60 ans. Donc il leur reste 5, 10, 15 ans dans leur structure. Et plus tu es éloigné du client final, plus la demande ou l'impact du digital sur les nouveaux usages est faible pour toi. Donc si tu es un homme d'un âge proche retraite, dans une entreprise éloignée du client, donc B2B, qu'est-ce qui te motive à changer, si ce n'est ta propre envie de dire mon entreprise dans 40 ans ou dans 30 ans, elle doit encore exister. Et d'ailleurs, là je reprends une autre phrase qui est celle de Bruno Delarose de l'entreprise de logistique IDEA, pardon, qui disait l'important c'est de savoir et de faire comprendre si mon entreprise est mortelle ou pas. Et c'est dingue de se dire, attends, le mec, il doit faire passer ce message dans ses équipes que oui, mon entreprise elle est mortelle. Donc lui c'est sa façon de répondre à ta question de est-ce qu'il faut mettre de l'angoisse. Je pense que dans ce cas-là, oui. Après, t'en as d'autres qui mettent des plans en place à 10 ans. Je pense à Socomore. Ils ont une vue à 10 ans parce qu'ils sont assez éloignés du client final. Aujourd'hui, c'est eux qui essayent de transformer leurs partenaires, que sont des géants de l'aviation, en leur disant s'il vous plaît, on veut mettre des choses en place pour le client final. Nous, on fait de la peinture pour les avions, mais on veut se rapprocher de ce client final-là. Aidez-nous. Et pour l'instant, ça avance pas encore assez vite pour eux. Et d'ailleurs, ce comment alors mentionne un terme que je connaissais pas, que j'ai trouvé absolument passionnant et que je Ouais, réutiliserai ouais, outrageusement, c'est la notion de ouais. médiateur numérique. Tu peux nous en parler un peu parce que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, alors pour le coup, clairement dans l'air du temps. Ouais, en fait, ils ont tous, alors tu prends l'exemple de Socomore là, mais il y a beaucoup de structures dans le livre qui ont investi des métiers qui, sur le coup, peuvent paraître, qui sont pas directement productifs, en fait, mais qui permettent de mettre du lien avec ce nouveau canal qu'est le digital, quoi. Donc ouais, alors le médiateur Ouais. numérique, c'est une chose qui existe chez Socomore, mais on le retrouve, ce poste-là, on le retrouve de plus en plus. Par moment, tu peux le retrouver, ouais, Sous une autre forme, enfin sous CDO, un autre sémantique, chef de ouais. transformation. Très Ouais. franchement, oui, il est bien, mais c'est loin d'être nécessaire, hein. Enfin, uniquement nécessaire. Passer d'une culture produit à une culture client, ça c'est. D'ailleurs, je crois que c'est le premier paragraphe. Voilà, c'est. Ça, c'est encore un terme, c'est quelque chose qui est très facile à dire, mais à le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis justement, on en vient, voilà. Et tu parlais de l'aspect décisionnel, en fait. Tu dis indirectement que tout vient du management. Alors ça, c'est encore des grandes phrases qu'on entend, mais celle-ci, elle fait partie des phrases plutôt vraies. Tout est insufflé par tout là-haut. Et si tu as un dirigeant, alors pour un peu qu'il y ait un poids de l'actionnariat un petit peu fort sur les décisions à prendre, au-delà de la distribution de dividendes, mais plutôt dans les choix, en fait, aujourd'hui, si tu veux investir dans pas que dans de la R&D, mais dans de la transformation d'entreprise, tu sais qu'en gros, tu vas dire à tes actionnaires, bon, ça va prendre du temps, du coup, les dividendes vont un peu. Donc, c'est peut-être moins vrai dans les sociétés à forte agilité, PME, etc., start-up, mais dès que tu passes dans des groupes, même à l'échelle de Michelin, dès qu'il y a une structure finalement d'actionnariat, ça complique les choses. Et quand il faut expliquer aux gens qu'ils auront, voilà, je pense que ça pèse sur les entreprises et c'est très très symptomatique des problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'industrie en général, de boîtes qui bougent très doucement avec peu d'agilité parce que la prio du moment, elle est plus du côté de la santé, des finances de l'entreprise plutôt
que de la santé de l'entreprise à proprement parler. Voilà, parenthèse étant faite, j'avance aussi sur l'exemple justement que Stéphane Gendreau prend de Lacroix Group. Alors Lacroix Group qui a été très actif là dans les médias cette dernière année. J'aime beaucoup leur manière de C'est communiquer. bien, c'est Euh, Intuiti il parle vraiment du. qui accompagne la croix en communication. Tu as raison. Ouais, C'est tu vrai? peux le Ah, je ne dire. savais pas. Ah, c'était même pas prévu. Putain, les gens Non, vont penser que c'est. non. Non, non, je ne savais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, puis je les ai beaucoup vus Ouais. parler, etc. Et donc, typiquement, bah voilà, Stéphane Gendreau explique que bah oui, ça vient des hautes sphères de l'entreprise et que si ça vient pas du haut, c'est pas les gens dans les strates plus basses de l'entreprise qui vont réussir à retourner complètement la culture de l'entreprise. Ça y contribuerait, mais voilà. J'avance sur la complémentarité des canaux. Autre thématique absolument intéressante et très, très, très concrète à l'ère d'Amazon et des distributeurs hégémoniques aujourd'hui. Il y a ISB notamment qui parle de la mise en place d'un configurateur en ligne pour leurs produits. Alors, ça paraît tout simple, mais j'ai trouvé ça tellement concret. En fait, ils expliquent qu'ils ont 80 000 combinaisons en ligne. Et donc, ça leur permet non pas de vendre en ligne, mais en fait, derrière, tu vas aller, une fois que tu as fait ta configuration, tu vas aller prendre rendez-vous chez le partenaire et chez les revendeurs. Et en fait, ils arrivent à régler cette espèce de guerre entre les partenaires et revendeurs qui disent bah, les gars, si vous vendez vous-même sur Internet, nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, ils parlent de modèles hybrides dans les canaux. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement, c'était bien de le verbaliser parce que voilà, ça paraissait tout bête, mais c'est assez bien dit. Est-ce que tu peux développer un peu sur ce sujet des modèles hybrides? Ouais, ça, on le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, je te dirais que c'est peut-être même le sujet qui a au départ justifié l'écriture du livre. Parce que à l'agence, moi, je voyais très souvent, pardon, des entrées de demandes clients sur, ben voilà, on voudrait accéder au client final, on voudrait créer un site sur lequel on est fabricant, on voudrait créer un site un site e-commerce sur lequel on accédera au client final, le client final pourra venir acheter nos produits. Par contre, comment on gère notre réseau de distribution, notre réseau de revendeurs si on est à l'international, si on est en France. Et ça, c'est extrêmement complexe à gérer. Donc tu donnais l'exemple de USB, il y a d'autres exemples qui existent. J'ai un exemple en tête d'un client d'Intuiti qui est Algam, qui est le leader de la revente d'instruments de musique en France. Pareil, Algam, il y a 2 ans, Thomann, qui est leur concurrent allemand, ils arrivent sur le marché français avec un site e-commerce, ils leur prennent Mais 30% c'est de très marge, marrant, j'en parle 30% de juste faire. après, Thomas. Dis donc, c'est à croire qu'on a préparé ensemble. Sur la On a préparé. redistribution, non, non, mais c'est Mais vraiment intéressant parce que la notion, ouais. un mec, ouais. Du coup, pour revenir sur Algam, là, ce qui est intéressant, c'est que eux mettent en place un modèle sur lequel tu peux acheter sur le site de Algam, mais tu es livré chez toi avec un magasin référent qui va en plus pouvoir t'accompagner si jamais tu as des difficultés sur ton instrument de musique, qui parfois peut être complexe, ou tu es livré en magasin et tu viens retirer ton produit en magasin. Et là, une nouvelle fois, tu as le contact avec le magasin. Derrière, tu as tous les systèmes de rétribution du magasin qui sont mis en place, qui au final sont pas si complexes que ça pour rétribuer ton magasin. T'as Eram aussi qui en parle, Renaud Montin de chez Eram qui en parle très bien dans le livre. Voilà, chaque entreprise commence à mettre son modèle différent, comment tu travailles avec tes partenaires. Je pense à Armor qui travaille avec ses partenaires en refusant de leur donner de la data pour éviter le partage de la data et vraiment ils insistent là-dessus et ils trouvent que c'est pour eux un élément, un facteur de développement d'Armor et t'en as d'autres qui vont dire non à l'inverse on veut absolument ouvrir la data à nos partenaires, tu donnais l'exemple du USB, c'est ça. Donc chacun a un peu Historique sa aussi, voilà, technique, il peut pas le tout rythme, envoyer de etc. côté, ouais, ouais. Ouais. Mais il s'avère que tu commences à avoir des modèles naîtres parce que c'est plus possible pour certains fabricants d'être coincé derrière un revendeur. Enfin, tu pourrais parler de désintermédiation ou de réintermédiation, comme tu veux dans un sens ou dans l'autre, mais ça Bah, arrive tout à fait, très très tout très à fait. Puis fortement. sur Ouais. la partie e-commerce, il y a autre chose, je trouve, qui n'a pas été beaucoup abordé dans les années passées. Aujourd'hui, tu as plusieurs manières de faire du e-commerce. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un levier de chiffre d'affaires. En fait, c'est un levier d'image. La problématique centrale a été comment je peux mettre en place une logistique permettant que quelqu'un soit livré chez lui et donc pouvoir toucher plus de monde. C'est-à-dire que le potentiel marché, je l'élargis fortement, peut-être même à l'étranger, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce qui a été un petit peu, enfin, c'est pas aujourd'hui, ce qui a été un peu mis de côté dans les prémices du e-commerce, c'est la notion d'expérience. Aujourd'hui, j'ai 3 exemples justement que je citais, c'est pour ça que ça m'interpellait. J'ai Thomann, j'ai Amazon et j'ai Horace qui fait des produits de beauté homme, où en fait, quand tu commandes chez eux, il y a un niveau de fluidité et d'expérience qui est, voilà, il y a zéro friction.
Et aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont lancés dans le e-commerce et c'était, alors peut-être qu'ils ont élargi leur marché, mais au-delà des complaintes des gens sur les trucs de livraison logistique, je pense qu'ils ont pu abîmer leur image. Il y a quoi de pire qu'une livraison Internet qui se passe mal en termes d'image? Moi, je pense que Thomann et Horace, dans ma tête, ils sont super cool. Je ne sais pas s'ils le sont, mais en tout cas, je les vois comme une boîte cool parce qu'ils m'ont causé zéro problème. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et Amazon, malheureusement, heureusement et malheureusement, n'a pas très bonne presse en ce moment. D'ailleurs, ils n'ont pas bonne presse depuis longtemps parce que c'est un peu compliqué là ce qui sort sur eux, mais ils ont atteint ce truc de. Ils sont entrés dans la vie des gens, quoi. Parce que c'est simple, tu appuies sur deux clics, ça arrive, il n'y a pas d'histoire. Non, mais c'est pas possible. En fait, c'est au point relais, c'est chez votre fleuriste. Non, c'est simple. Voilà. En fait, ça, en fait, on a tous envie de ce type d'expérience-là. Après, la réalité, elle est dans comment tu fais correspondre ce besoin client, cette attente client, avec la réalité de l'entreprise en face. Et c'est là où ça devient enfin, pour moi en tout cas super intéressant. Je prends un autre exemple, France Loisirs. Le réseau France Loisirs, tu as acheté ton produit sur abonnement, ton livre sur abonnement, etc. etc. Les usages clients, les usages des lecteurs ont énormément changé. Aujourd'hui, c'est vrai que tu peux avoir ton livre sur Amazon le lendemain matin, normalement. Je dis normalement parce qu'on galère depuis 3 semaines à avoir, enfin, on est en rupture, pseudo rupture de stock sur le livre depuis 3 semaines, c'est très compliqué avec Amazon. Mais bref, la réalité, c'est que là, France Loisirs, tu dis, quelle est au final l'attente réelle de l'utilisateur, du client, et comment je vais pouvoir y répondre. Par exemple, si le client, tu parlais de livraison, est-ce qu'il attend une livraison en 2 jours, en 4 jours, 6 jours? Qu'est-ce qui est bien pour lui? Qu'est-ce qui est OK? Parce que si c'est 2 jours et que c'est extrêmement important pour lui, ok, peut-être que potentiellement, ça veut dire que je dois développer des modèles avec une livraison peut-être plus chère, proposer une livraison plus chère, mais plus rapide. Mais est-ce que je dois investir là-dedans? Est-ce que je suis capable de le faire? Si c'est une journée, est-ce que, encore une fois, quelle est la priorité du moment? Et ça, derrière, là, je prends l'exemple de France Loisirs, parce que je sais que nous, on fait des études sur ces usages clients-là pour les connaître, et ensuite tu viens mettre en face la réponse de l'entreprise. Mais elle est là la question. C'est en fait dire je veux être livré dans la journée. Toute entreprise aimerait pouvoir livrer son client dans la journée. Ouais, Après, ouais. la réalité, Ouais, elle est ouais, bien non, plus c'est complexe. beaucoup plus compliqué que ça. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu bon, un chiffre sorti un peu de nulle part, mais enfin pas complètement. J'ai vu sur la partie ERAM, sur l'étude de cas ERAM, que sur le marché de la chaussure en France, il est de 9 milliards et que c'est simplement 15% en ligne. Alors ça, tu vois, ça m'a un peu surpris pour le coup. Alors je sais que la chaussure, c'est quelque chose qui s'essaye, mais j'ai trouvé que c'était relativement faible et donc ça n'éradique pas du tout le côté point de vente. Enfin, c'est pas que ça l'éradique pas, c'est même qu'il est encore largement complètement supérieur à ce qui se passe autre. Donc voilà, Mais c'était. c'est ça qui rend aussi la chose parfois complexe en termes de priorité. Est-ce que si tu dis si tu es directeur marketing, directeur digital ou directrice marketing, est-ce que si tu vas voir ta ou ton patron et que tu lui dis bah voilà, on va mettre en place un e-commerce et ça nous réalisera 5%, 10, 15% des ventes à 3 ans, est-ce que c'est intéressant? Voilà, Ouais, ouais, et non, c'est une par bonne question. contre, la vision est plus loin, elle est plus longue. Je pense au groupe Growfilex qu'on a rencontré aussi. Oui, c'est des ventes qui aujourd'hui sont faibles, mais ils investissent pour du très très long terme, quoi. Et c'est beaucoup d'investissement aujourd'hui pour du très long terme. Tout à fait. Alors, bon, j'avance sur la partie du serviciel. Parce que c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et qui est très actuel. Pareil, je fais un clin d'œil à l'entreprise Catlin qui a été récompensée à Global Industries 2018 à Lyon et qui justement est devenu le leader du boulon connecté et passé de la quincaillerie classique, on va dire, au boulon connecté, qui aujourd'hui est un leader mondial dans ce domaine-là et qui a intégré le service comme une partie intégrante de leur business model. Et finalement, en assez peu de temps. Et donc, je fais écho au cas d'ISB, je reviens là-dessus avec leur offre qui s'appelle Wood 710, je crois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, c'est pas seulement un levier de différenciation, c'est un levier de business et surtout, je dirais surtout en grosse majuscule, de la facilitation de la vie du client. Je vais poser une question plus large parce que je ne veux pas développer là-dessus, les gens pourraient aller se renseigner, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, comme moi, qu'à un moment donné, tout le monde a voulu faire du numérique, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Est-ce que tu vois à quoi je fais référence? Est-ce qu'aujourd'hui, quand Seb développe Only You, il le fait pourquoi? Il le fait pour faciliter, il le fait pour prendre une part de marché, ou il le fait parce qu'on lui a dit, bah attendez, c'est vachement important d'aller faire des services en ligne. Est-ce que tu vois, ou est-ce que c'est moi qui infantilise trop, et finalement les dirigeants ont une vision très claire de ce qu'ils doivent C'est faire ou pas et dans quel euh, sens? c'est beaucoup moins vrai dans l'industrie. Ça a pu être vrai dans des grands groupes, je pense.
Et là, je repense à un article. D'ailleurs, je crois que c'est suite à cet article-là que j'avais contacté Benoît quand on s'est rencontrés il y a quelques années. Et en fait, j'avais contacté en disant bah, j'aime bien ce que tu écris. Et il avait fait une interview du nouveau directeur digital, quelque chose comme ça, de chez AXA. Et le titre de l'interview, c'était AXA sonne la fin de la récré. Et dans cette interview, ce directeur qui venait d'arriver depuis 2 mois, donc il était solide, hein, tout de suite, il est entré en poste et il te disait tout de suite on sonne la fin de la récré parce que tout ce qui hier était lié à l'innovation, on va lui demander demain d'être lié aussi à une réalité business, retombée business. Ça peut être vrai dans des grands groupes serviciels, très proches du client final, où on a mis en place tout type d'innovation, parfois démesurée, parce qu'il fallait mettre en place cette structure, cette idée de l'innovation dans le groupe. Si de l'extérieur ça peut être perçu comme quelque chose de futile, eux, de l'intérieur, parfois ils le perçoivent comme une avancée tout de même, parce que ça a permis de mettre en place des systèmes d'intrapreneuriat, etc. Et deux, oui, ça a pu être davantage vrai dans des entreprises grosses, servicielles, et dans la partie industrielle, dans la partie PME, ETI, très franchement, quand il y a un euro d'investi, en général, il a intérêt d'en ramener plusieurs derrière. Ouais. J'avance aussi sur le cas Jouve, que j'ai trouvé super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a enfin un dirigeant qui nous dit qu'ils ont galéré comme des dingues avec quelque chose lié au numérique. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce côté de dire, voilà, oui, on l'a fait. Alors oui, maintenant on est fier, on communique, mais c'est important de savoir qu'on met pas toujours les pieds dans quelque chose qu'on connaît. C'est aussi vrai pour la notion d'horizontalisation du management. Un dirigeant, quand il fait ça, si ça marche, en fait, entre guillemets, si son horizontalisation fonctionne bien, quelque part, il ne sait pas où il atterrira, lui. Donc, en fait, il y a un côté un peu une demande de courage, mais je pense que c'est important de dire aujourd'hui aux entreprises, quand vous vous lancez, bah, préparez-vous à partir au front, et ça ne sera pas toujours très simple, malgré ce que les agences qui vous aident peuvent vous aider quand même. On a dû mettre comme Ouais. titre au livre les défis de la transformation digitale, parce que le mot transformation digitale, en tout cas transformation, ça fait vendre et tout le monde s'y retrouve. Enfin, c'est un repère, Oui, quoi. bah, C'est un repère, tu sais à peu bien près ce que sûr, tu bien vas sûr. trouver dans le livre. Mais nous, on voulait d'autres termes parce qu'on n'était pas d'accord au départ avec l'éditeur. C'est sur Voilà, exactement. On n'était pas évolution, forcément d'accord avec évolution, l'éditeur parce ouais, qu'en fait, ces ouais. entreprises-là, elles se sont pas dit du jour au lendemain, tiens, il faut que je change. C'est faux. Donc, tout ça pour dire que oui, effectivement, c'est une chose qui est complexe, mais il passe souvent par des éléments très complexes. Là, la différence, c'est que ça vient toucher des usages qui sont peut-être plus impactants pour leur business model que d'autres Ouais. impacts qu'il y a pu avoir par le passé ont pu avoir. Et je sais pas si tu voulais me parler de la transition écologique après, mais Et puis je pense que la prochaine. oh là là, bah, on va, tu sais quoi, je pense qu'on va même, puisque tu le proposes, on clôturera là-dessus parce que c'est un autre vaste sujet. Je pense que j'irai même plus loin. Je pense qu'il y a des sociétés qui ont fait des choses dans leur entreprise. Moi, je me souviens, dans ma toute première expérience professionnelle, j'avais implémenté Salesforce à l'époque, pour pas les citer. Et à l'époque, je ne savais pas que j'étais en train de faire de la transformation digitale. Il y a des projets d'implémentation d'outils qui se sont transformés en finalement des projets un peu plus d'envergure. Et en fait, à l'époque, on aurait dit, ah, tu es en train de faire de la transformation. J'aurais peut-être même eu un titre différent dans mon job, où j'aurais été en T'aurais charge été de, je sais pas leader. quoi, l'industrie Ouais, 4.0, ouais, de la transfo, bien voilà, je sûr. sais pas. Le mot est utilisé juste pour dire en général une chose, c'est penser davantage au client et comment mettre derrière cette structure. Pareil, tu parles de user-centric, ça peut paraître ultra galvaudé comme mot, mais c'est ça en fait. T'es obligé de mettre des mots à partir d'un moment. Parler d'inbound marketing pour dire que tu vas mettre du Bah oui, contenu, oui, non. oui. C'est comme, Pareil, voilà. pourquoi on va mettre un mot anglais là-dessus? J'en sais rien, mais enfin si, je sais. Parce qu'il faut mettre des mots et que le mot en anglais il sonne mieux, mais il y a une réalité derrière quand même. D'ailleurs, peut-être le défi pour une prochaine discussion, Quentin, c'est en termes de sémantique, c'est comme le mot influenceur. Tu vois, c'est des mots qu'on commence à détester parce que Ouais, ils ont pris comment dire, une dimension qui n'est pas la bonne. mais ils sont Et parfois, nécessaires. c'est Ils juste une sont question de nécessaires. mots. Et Derrière, je serais bien curieux de savoir. Oui, ils sont nécessaires, mais c'est un peu la guerre de l'ego et non-ego en mode non, mais moi, non, mais je peux pas la vous dire que je question suis n'est pas là. influenceur La, parce que la question est dans voilà. la transformation. Enfin, Mais bon, euh, pour ces personnes-là, la question elle n'est pas là. Pour eux, elle est dans quel impact tu as réellement en termes de notoriété, de vente, etc. Que tu sois influenceur, ou que tu sois leader, ou que tu sois tout ce que exactement. tu veux, ça, c'est pas le problème. Expert, ce que tu veux, Ou expert, je ouais, m'en ouais. fiche. Tu as des entreprises qui font des choses parfois vraiment bien, et ces entreprises-là ont besoin de faire passer leur message, peu importe leur secteur d'activité.
sur nos métiers, tu as des relais d'information. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à l'excellent livre blanc. Et je dis pas ça parce que j'y ai contribué, il est vraiment excellent ce document sur l'influence dans le B2B qui a été initié par le CMIT, le Club des marketeurs in tech et Faber Content. Et très sincèrement, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine d'experts qui donnent leur vision de ce que c'est l'influence. C'est très concret, c'est très approprié pour des milieux un peu plus industriels. Et voilà, allez lire ça parce que c'est vraiment top. Je reviens sur l'hybride rapidement parce qu'en fait, sans vouloir faire de la philosophie à De Francisou, voilà, on est français, on aime bien parler, tester, philosopher, mais en fait tout est un peu hybride dans la transformation digitale et ça serait une des conclusions, c'est que si c'est aussi compliqué, en fait l'humain c'est hybride parce que si tu parles de transformation humaine, est-ce que tu vas chercher des talents en externe, tu vas chercher des talents en interne? Sur la partie infrastructure d'une entreprise, de tes outils, est-ce que tu vas faire du cloud? Est-ce que tu vas faire du on-premise? Tout le monde dit que tout le monde fait du cloud, mais quand tu vas dans vraiment les entreprises, tu te dis qu'en fait, c'est du cloud où les mecs, ils ont les serveurs chez eux. Enfin, c'est pas aussi simple que tout ce que la bien-pensance actuelle te dit. Non, mais le cloud, c'est évident, tout le monde doit en faire. Quand tu vas dans l'industrie, c'est autrement que ça se passe. La notion d'hybridation aussi sur les plateformes pure player, de partenaires, de revente sur Internet versus l'internalisation du développement de certaines solutions. C'est vraiment, en fait, c'est une hybridation de l'espace et du coup, c'est ce qui rend le sujet aussi complexe que ça. Et malheureusement, le terme est très galvaudé, de transformation digitale, mais il illustre très rarement la Bah, complexité du c'est pour sujet, ça quoi, qu'on voulait finalement. Je sais pas absolument si tu donner vois où la je veux en parole venir. aux personnes interviewées et nous donner du recul quand même en entrée de chapitre, etc., en termes pour le lecteur, mais c'est pour ça qu'il faut leur donner la parole. Enfin, la moindre chose que je peux te dire, à chaque fois, c'est une généralisation. Il y a toujours un cas concret qui va te prouver que c'est pas, enfin, que une autre façon de faire peut fonctionner aussi. Je t'ai expliqué tout à l'heure sur la data avec Armor qui préfère pas partager et qui gagne des marchés au Brésil notamment grâce à ça. Bah ouais, bah, cas concret, cas différent des autres, quoi. C'est vrai. Non, non, c'est tout à fait intéressant et je fais aussi référence à Olivier Rivière qui a posté hier quelque chose là-dessus en disant, mais en fait, dans le B2B, ça fait 5 ans que toutes les études, tous les plans marketing partent d'un postulat qui a été décrété je sais pas quand, qui dit enfin votre acheteur, en gros, lui, systématiquement, il fait son benchmark sur Internet avant de vous contacter. Tu sais, ce fameux 57% des décideurs se décident avant. En fait, il y a des mecs qui ont dit, bah, qu'on creusé ce truc-là et il s'avère que c'est pas vrai du tout, puisqu'aujourd'hui dans le B2B, tu as énormément d'acheteurs qui vont sur Internet et qui directement passent un coup de fil en disant écoutez, on va lancer un benchmark, donnez-moi quand même des billes. Après, je dis pas qu'ils retournent pas sur Internet, mais si tu veux, c'est des grands préceptes tout faits qu'on a utilisés, et moi le premier, à toutes les sauces pendant 5 ans, pour qu'on vienne on se dise bah non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais te reprendre Et du coup, bah voilà, c'est une toujours se phrase qui est méfier marquée, alors qui est pas dans le livre, même si l'entreprise est dans le livre, mais par Vincent Guérin qui est le dirigeant. C'était Émilie Bolloré qui a été nommée directrice expérience client de SETI, qui est le leader de la porte-fenêtre, fabricant de porte-fenêtre en France, porte et fenêtre, pour être précis. Émilie m'avait dit j'en ai marre, j'en peux plus de ces agences digitales ou ces agences web qui me parlent d'expérience client. Parlez-moi, si vous êtes réellement une agence digitale, une agence web et que vous faites que ça, parlez-moi uniquement d'expérience client web, online. Sauf si vous êtes capable de me prouver que vous êtes capable de suivre le parcours de votre client et de sa base en dehors du simple site internet. Et du coup, enfin, là-dessus, les associés d'Intuiti qui étaient aux commandes de l'entreprise en 2013, il y a 6 ans, ils ont eu un coup de pif de dingue en intégrant ce lab utilisateur dont je parlais tout à l'heure, qui permet de faire des études terrain, suivre le parcours et ensuite designer ton parcours en magasin, à la maison, je sais pas, en B2B tu pourrais dire dans l'usine, etc., etc., et venir intégrer dedans ton site web, mais pas l'inverse, quoi. C'est juste. Dernier sujet, parce qu'on parle trop, naturellement, c'était un peu prévisible. La partie énergétique. Alors c'est pareil, on en revient toujours à le fait qu'en ce moment on est un peu dans une phase de survente de quelque chose qui correspond à un enjeu qui n'est pas du tout survendu, hein. On est d'accord qu'on a des enjeux majeurs planétaires, vitaux par rapport à ce qui se passe au niveau environnemental. Alors, tout le monde, dont certains très grands dirigeants, semblent pas être d'accord. C'est toujours un petit peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, c'est comme ça. Les dirigeants que tu as rencontrés, ils sont au fait, est-ce que pour l'instant, c'est compliqué pour eux de vraiment prioriser l'idée d'une innovation durable? Est-ce qu'ils sont en assez bonne santé? Parce qu'on dit souvent que l'environnement, c'est une préoccupation de riches, mais malheureusement, aujourd'hui, ça va plus être possible. Comment ils considèrent cet aspect-là? Est-ce que c'est vraiment pris en compte? Ou est-ce qu'encore une fois, ils le font quand il faut le faire et que c'est bien de le faire parce que le RSE, c'est La important et réponse qu'on est peut ultra claire communiquer dessus là-dessus. aussi? Oui, ils en ont conscience. Oui, ils le font. Oui, ils avancent.
Donc faut arrêter d'imaginer le truc où c'est les petites structures, etc., qui prennent conscience et les grands sont méchants. Oui, il y a des méchants partout, etc. Mais dans les structures qu'on a rencontrées, avec Benoît, même à un moment donné, on s'est dit mais c'est pas possible quoi. Enfin, plus on avançait et plus les discours étaient sincères et engagés sur cette question-là. Je pourrais te citer quasiment la moitié des intervenants du livre qui nous en ont parlé en disant bon bah avant de me poser vos questions sur le digital, juste j'aimerais qu'on revienne sur un truc. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société aujourd'hui? Moi, ça me marque. Et tu le mets ou tu le mets pas dans ton livre, mais juste ça me marque, quoi. Et parfois, certains ont déjà pu transformer leur entreprise en mettant ça à la base. Je pense à IDEA, je pense à SETI, c'est vraiment au cœur et ils en parlent ouvertement. Et franchement, t'en ressors. Moi, enfin, quand on est ressorti de cette interview-là avec Benoît, tu dis, il y a de l'espoir, quoi. Enfin, c'est chouette. Et vraiment, ils s'impliquent dedans, ils mettent ça à la base. Certains vont chercher la raison d'être profonde de leur entreprise pour ensuite redévelopper leur business model. Ouais, il y a une paranoïa aussi de l'entrepreneur qui privilégie le profit à l'environnement. Est-ce que c'est déjà en train de changer? Bah, si c'est le cas, tant mieux, mais je pense que voilà, faut partir du principe qu'un entrepreneur, il peut être sensible à ces thématiques d'environnement. Tout n'est pas blanc ou noir Tout n'est pas exactement, blanc ou noir. Tu peux pas demain te tout dire, n'est pas blanc ou noir. voilà. T'as totalement raison là-dedans. Et encore une fois, bah, il y a vraiment des entreprises qui s'investissent là-dedans, qui mettent beaucoup d'investissements là-dedans et qui ont conscience que le profit de demain viendra par là. Donc ils le prennent parfois par cette boucle-là, parfois par une autre entrée, mais ils le travaillent réellement. Une conclusion pleine d'optimisme et de positivité. Ça fait plaisir. Puis je te souhaite tout le succès. Je vous souhaite tout le succès, tant aux équipes d'Intuiti que pour le succès du livre. Est-ce qu'il y a des grandes actus que tu souhaiterais partager? Déjà, où est-ce qu'on peut te contacter si on souhaite en savoir plus sur votre démarche, ta démarche, votre démarche? Et aussi, est-ce qu'il y a une grande actualité, que ce soit événementiel ou en termes de contenu? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais souligner? C'est le bon moment pour le faire. Alors pour nous contacter, que ce soit Benoît, moi et Intuiti, LinkedIn, c'est vraiment Mhm. la porte d'entrée. Et en termes d'actualité, chez Intuiti, il y a une actualité événementielle parce qu'Intuiti plus différents acteurs vont soutenir l'organisation d'événements autour du livre. Donc il y en aura un le 16 à Paris en format petit déjeuner. Et si des personnes veulent être invitées, c'est sur invitation privée, mais elles peuvent me contacter sur LinkedIn ou contacter Benoît. Et un autre le 19 novembre, également à Paris, pardon, à Nantes, le 19 novembre à Paris en petit déjeuner. À Nantes, mais donc, je veux vraiment pas le faire à Nantes celui-là. Donc le 19 novembre à Nantes. Et après, gros lancement d'une nouvelle offre sur la partie parcours utilisateur, mapping, cartographie du parcours utilisateur on et offline, avec pour la première fois, je pense qu'on devrait être les premiers à le faire en France, l'entrée de données qualitatives, ce que tout le monde fait, croisé avec des données quantitatives. Et ça, on travaille dessus et on est en train de faire en fait les premiers accompagnements là, et dès qu'on aura les premiers accompagnements terminés, on pourra communiquer dessus avec des cas concrets. C'est ça. Hashtag intelligence artificielle. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Belle actualité. Écoute Quentin, je te remercie. Je te dis à bientôt et à très vite tout le monde.